Ma joue me brûlait encore. Je fixais mon reflet dans le miroir au cadre doré des toilettes du château de Valmont, observant une marque rouge s'étendre sur ma peau comme une carte de guerre. En arrière-plan, étouffé par la lourde porte en chêne, j'entendais les hurlements de ma mère. Ce n'était pas un cri de douleur. C'était le glapissement aigu et indigné d'une femme qui venait de réaliser qu'elle perdait le contrôle. J'ai ajusté ma boucle d'oreille en diamant. C'était la seule chose que j'avais ramassée par terre avant de sortir. La plupart des gens seraient en train de pleurer en ce moment. De trembler. Être d'appeler une amie pour raconter comment leur propre mère venait de les agresser devant 200 membres de l'élite de Deauville. Mais je n'étais pas la plupart des gens. J'étais directrice de gestion de crise. La panique ne faisait pas partie de ma fiche de poste. Le calcul? Si. J'ai regardé mon reflet. Mes yeux étaient secs. Mes mains étaient stables. Je ne pensais pas à la brûlure sur mon visage. Je pensais au levier de pression, aux actifs, au fait que mes parents, Charles-Henri et Béatrice, venaient d'humilier publiquement la seule personne qui savait exactement à quelle profondeur leur tombe financière était creusée. Ils pensaient que c'était une dispute familiale. Ils avaient tort. C'était une liquidation. Avant de vous raconter exactement comment j'ai démantelé leur vie entière en 45 minutes, cliquez sur le bouton s'abonner et dites-moi dans les commentaires d'où m'écoutez-vous en ce moment. Je veux savoir qui se tient à mes côtés dans cette communauté. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas crié, pourquoi je ne me suis pas effondrée quand ma propre mère m'a frappée, vous devez comprendre qui j'étais pour eux. Ou plutôt, qui je n'étais pas. Revenons 6 heures en arrière. Je suis arrivée au domaine de Valmont à 8 heures du matin. L'air était chargé d'embrun normand et de parfums hors de prix. Avant même d'atteindre le perron, j'interceptais déjà une crise. Le fleuriste en chef, un homme capricieux qui facturait une pivoine plus chère qu'un loyer moyen, menaçait de repartir avec ses camions. Apparemment, mon père lui avait parlé avec condescendance une fois de trop. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas couru chercher mes parents. J'ai fait ce que je fais pour gagner ma vie. J'ai utilisé la même autorité calme et létale que j'emploie lorsqu'une chaîne hôtelière fait face à un désastre RP ou une grève générale. En 10 minutes, les camions déchargeaient et le fleuriste s'excusait auprès de moi. Je suis entrée dans la suite nuptiale avec une lueur de fierté. J'avais sauvé la mise. Encore. Mais au moment où j'ai ouvert ces doubles portes, j'ai disparu. Ma sœur, Solène, était assise au centre de la pièce comme une poupée de porcelaine sur le point de se briser. Elle sanglotait. Vraiment. Pas parce que le fleuriste avait failli partir, mais parce que les serviettes en lin étaient, selon ses mots, coquilles d'œufs, pas ivoire. Ma mère, Béatrice, s'agitait autour d'elle, roucoulant, lui tendant de l'eau avec une paille pour qu'elle n'abîme pas son rouge à lèvres. Mon père, Charles-Henri, faisait les 100 pas, cherchant un coupable. Quand je suis entrée, 3 têtes se sont tournées. Camille, aboya mon père. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a pas remercié d'être arrivé 3 heures en avance. Il m'a juste fourré un porte-bloc dans les bras. Le service de voiturier manque de personnel. Règle ça. Et dis au traiteur que le champagne doit être servi à 6 degrés. Pas 8. J'ai pris le porte-bloc. J'ai regardé ma mère. Elle n'a même pas croisé mon regard. Elle était trop occupée à ajuster le voile de Solène. « Rends-toi utile, Camille », lança-t-elle par-dessus son épaule. « Ta sœur est déjà assez stressée comme ça. » C'était ça, la dynamique. J'étais l'enfant de verre. On regarde à travers le verre pour voir la belle chose qui se trouve derrière. On ne remarque le verre que lorsqu'il se brise ou qu'il vous coupe. Pour eux, je n'étais pas une personne. J'étais une infrastructure. J'étais le mur porteur, qui empêchait le toit de s'effondrer sur leur fille adorée. Il existe un piège psychologique dans les familles comme la mienne. Ça s'appelle la normalisation de la cruauté. Quand vous grandissez dedans, vous ne reconnaissez pas l'abus. Vous pensez que c'est une description de poste. Vous pensez que si vous travaillez juste un peu plus dur, si vous réglez juste un problème de plus, si vous vous rendez suffisamment indispensable, ils finiront par vous regarder et dire « Merci ». J'étais une directrice de gestion de crise de 32 ans. Je gérais des actifs sur 3 continents. J'avais une équipe de 50 personnes qui s'exécutaient quand je chuchotais. Mais dans cette pièce, tenant une liste de tâches ménagères, je n'étais personne. J'ai regardé Solène, pleurant sur des serviettes pendant que nos parents la traitaient comme une divinité fragile. Puis j'ai regardé la liste dans ma main. « J'ai géré le fleuriste », dis-je doucement. « Bien,
dit mon père, se détournant déjà. Maintenant, gère le reste. Je me suis retournée et je suis sortie. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas battue. Je me suis juste mise au travail. Parce que c'est ce que fait l'enfant de verre. Nous gardons la tempête dehors pour que les autres puissent profiter de la vue. Mais en descendant ce couloir de marbre, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Une fissure. J'étais utile. J'étais compétente. Mais je commençais à réaliser que pour eux, je n'étais qu'une facture d'électricité qu'ils avaient oublié de payer. À 14 heures, la grande pelouse était une mer de soie pastel et de costumes en lin. Un quatuor à cordes jouait du Vivaldi, près de la falaise. Les serveurs circulaient avec des plateaux d'huîtres et du champagne millésimé. C'était l'image parfaite de la vieille élégance française. Je me tenais près d'une colonne en marbre, observant mon père, Charles-Henri, tenir sa cour devant un groupe d'investisseurs. Il rejetait la tête en arrière et riait, incarnant chaque centimètre du patriarche fortuné. Il faisait de grands gestes vers le domaine, acceptant les compliments sur le lieu comme s'il en avait posé les pierres lui-même. Il ne se doutait pas qu'il y a 3 mois, toute cette façade avait failli s'effondrer. J'ai pris une gorgée d'eau pétillante, je devais garder les idées claires, et j'ai pensé au reçu de virement enregistré sur mon téléphone. 80 000 €. C'était l'acompte pour le château de Valmont. Lorsque la carte bancaire de l'entreprise de mon père avait été refusée lors de la réservation initiale, il n'avait pas paniqué. Il n'avait pas cherché de solution. Il m'avait simplement appelé. « Règle ça, Camille », avait-il dit, irrité, comme si la banque faisait une erreur administrative, plutôt que de réagir à sa réalité surendettée. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises administratives. Alors j'ai réglé ça. J'ai viré l'argent de mes économies personnelles. Je lui ai dit que c'était pris en charge. Je ne lui ai pas dit que j'avais payé. Je l'ai laissé croire que j'avais intimidé la banque pour qu'elle se soumette. Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi ai-je jeté 80 000 € dans un trou noir? Pendant des années, je me suis dit que c'était par loyauté. Mais là, debout, à le regarder trinquer avec des hommes qu'il n'avait pas les moyens d'imiter, j'ai enfin admis la vérité. Ce n'était pas de la loyauté, c'était la chaîne invisible du survivant. Quand vous grandissez dans une famille qui ne vous valorise que pour votre utilité, vous développez une vision transactionnelle de l'amour. Vous croyez que votre place à table est quelque chose que vous devez louer. Vous pensez que si vous payez assez de factures, résolvez assez de crises et absorbez assez de stress, vous mériterez enfin le droit d'être là. Vous devenez un survivant, mais le coût de votre survie est votre propre exploitation. Je n'étais pas une fille pour eux. J'étais une ligne de crédit. Et le pire, ils ne craignaient même pas la dette. C'est là le piège de la cruauté normalisée. Mes parents dormaient sur leurs 2 oreilles, non pas parce qu'ils étaient solvables, mais parce qu'ils se sentaient en droit d'utiliser ma solvabilité. Ils ne s'inquiétaient pas du coût du lieu parce que, dans leur esprit, mon argent était leur argent. Mon succès n'était qu'une ressource qu'ils avaient fait pousser dans leur jardin, prête à être récoltée dès qu'ils avaient faim. Ils me regardaient et ne voyaient pas une personne. Ils voyaient un actif. J'ai observé ma mère, Béatrice, volter autour de Solène, ajustant sa traîne pour la 100e fois. Solène rayonnait, nullement accablée par le coup de sa propre perfection. Une clarté glaciale m'a envahi. C'était une sensation que je ne ressentais généralement que dans les salles de conseil, avant une OPA hostile. J'ai réalisé que j'investissais dans une entité en faillite. Il n'y aurait jamais de retour sur investissement. Il n'y aurait jamais de gratitude. Le grand livre comptable était rouge sang, et j'étais la seule à y verser du noir. Je ne maintenais plus la paix. Je finançais une illusion. La musique a enflé. Les bavardages se sont tus. C'était l'heure des toasts. Mon père s'est dirigé vers le micro, sur l'estrade surélevée. Une coupe de champagne à la main. Il a croisé mon regard une fraction de seconde. Il a juste fait un signe de tête sec, comme un général salue un fantassin. Il s'est éclairci la voix, le son résonnant sur la pelouse. Si je peux avoir l'attention de tout le monde, a-t-il tonné, la voix riche d'une fierté imméritée. J'ai resserré ma prise sur ma pochette. Mon intuition, affûtée par des années de navigation dans les désastres corporatifs, hurlait que quelque chose de terrible arrivait. Je ne savais pas encore quoi. Mais je savais une chose avec certitude. Le prix d'entrée dans cette famille venait de devenir trop élevé. Amis, famille, invités distingués, commença mon père, la voix douce comme un vieux cognac. Nous sommes réunis ici pour célébrer non seulement une union, mais un héritage. Et chez les Valmont, l'héritage signifie se soutenir les uns les autres. Cela signifie s'assurer que la prochaine génération
commence sur des bases solides. Il fit une pause pour les faits. La foule se pencha en avant. J'ai senti un picotement de malaise remonter le long de ma colonne vertébrale. Il s'éloignait du texte. Nous avions convenu d'un toast simple santé, richesse et bonheur. C'était autre chose. C'était un préambule. Ma femme, Béatrice, et moi avons toujours enseigné à nos filles que ce que nous avons n'est pas vraiment à nous tant que nous ne le partageons pas. Continua-t-il, ses yeux balayant la foule jusqu'à ce qu'ils se fixent sur moi. Un projecteur semblait suivre son regard. Et je suis si fière de dire que ma fille aînée, Camille, a pris cette leçon à cœur. Mon estomac se noua. Je n'avais rien accepté. Je n'avais rien offert. Camille, dit-il, me faisant signe d'une main qui semblait accueillante mais qui ressemblait à une assignation à comparaître. Viens ici, ma chérie. Je n'ai pas bougé. La foule s'est tournée. Des centaines de visages impatients me souriant. La pression était physique. Une lourde couverture d'obligations sociales s'installant sur mes épaules. Si je ne montais pas là-haut, j'étais la méchante. J'étais la sœur froide et insensible qui gâchait le moment. J'ai forcé mes jambes à bouger. J'ai marché vers l'estrade, mes talons s'enfonçant légèrement dans l'herbe. Mon visage restait un masque d'intérêt poli, mais mon esprit s'emballait, passant en revue tous les scénarios possibles. Que voulait-il? De l'argent? Une promesse publique de soutien? J'ai atteint la plateforme. Mon père a passé un bras lourd autour de mes épaules, m'attirant dans son orbite. Il sentait l'eau de Cologne chère et la peur. Camille sait combien il est difficile de commencer une vie dans cette économie, annonça Charles-Henri à la foule. Elle a été bénie par un succès incroyable, et dans l'esprit de la tradition familiale, elle a décidé d'offrir à sa sœur le cadeau de mariage ultime. Il se tourna vers Solène, qui serrait la main de son nouveau mari, les yeux écarquillés d'une fausse innocence. Pour vous assurer de commencer votre mariage sans dette et avec la dignité que mérite une Valmont, tonna-t-il. Camille te cède l'acte de propriété de son appartement haussmannien. L'air quitta la pelouse. Pendant une fraction de seconde, le silence fut total. Puis, les applaudissements commencèrent. Cela débuta comme une ondulation et enfla en un rugissement. Les gens acclamaient. Quelqu'un cria. « C'est ça, l'esprit de famille, mon appartement. Mon bien de 4 millions d'euros sur l'avenue Foch. Celui que j'avais acheté avec mes bonus. Celui que j'avais rénové pierre par pierre. Le sanctuaire où j'allais pour leur échapper. Il ne demandait pas. Il annonçait. J'ai regardé mon père. Il rayonnait, jouant le patriarche bienveillant, donnant des actifs qui ne lui appartenaient pas. J'ai regardé Solène. Elle n'était pas surprise. Elle couvrait sa bouche avec ses mains, jouant le choc, mais ses yeux étaient durs et brillants. Elle savait. Ils avaient planifié ça. C'était un coup de maître de manipulation. Ils savaient que je tenais à ma réputation. Ils savaient que je détestais les scènes publiques. Ils pariaient 4 millions d'euros que je serais trop embarrassée, trop polie, trop conditionnée en tant que celle qui arrange tout pour dire non devant le préfet. Les investisseurs et l'élite de la côte, ce n'était pas un cadeau. C'était une OPA hostile, déguisée en toast. Mon père me tendit le micro, son sourire crispé, ses yeux me mettant en garde de jouer le jeu. « Dis-leur, Camille », insista-t-il. La menace tacite mais assourdissante. J'ai pris le micro. Le métal froid a mordu ma paume. J'ai regardé la mer de costumes en lin et de robes en soie, les gens applaudissant ma dépossession. J'ai regardé mes parents, suffisants dans leur embuscade. Ils pensaient m'avoir piégée. Ils pensaient que la pression sociale était une cage que je ne pourrais pas briser. Mais ils avaient oublié quel était mon métier. Je ne gère pas les crises en m'y soumettant. Je les gère en prenant le contrôle du récit. Je me suis éclairci la voix. Le micro a amplifié le son, faisant taire les retardataires qui applaudissaient encore. « J'apprécie le sentiment, Charles-Henri, dis-je dans le micro. Je ne l'ai pas appelé papa. Pas ici. Pas maintenant. C'est une belle pensée. » La foule sourit, attendant le discours d'acceptation gracieux. Ma mère, Béatrice, laissa échapper un souffle qu'elle retenait, ses épaules se détendant légèrement. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que les conventions sociales avaient fait le gros du travail pour elle. Cependant, continuai-je, ma voix s'aiguisant, tranchant l'air salin, je pense qu'il y a eu un malentendu. Le sourire se figea sur le visage de mon père. Mon appartement n'est pas un bijou de famille, dis-je en regardant directement les investisseurs au premier rang. C'est un actif privé,
acheté avec mes propres revenus et détenu uniquement en mon nom. L'acte de propriété est dans mon coffre à Paris. Un murmure parcourut la foule. Ce n'étaient pas des applaudissements cette fois. C'était le son de 200 personnes riches réalisant que quelque chose d'inconvenant se produisait. Camille siffla ma mère, s'avançant, abandonnant son poste aux côtés de Solène. « Ne fais pas ça. La maison n'est pas un cadeau, dis-je, ma voix portant clairement jusqu'au fond de la pelouse. Et elle n'est pas disponible pour un transfert. J'ai baissé le micro, mais je ne l'ai pas rendu. Je suis restée là, laissant le refus flotter dans l'air. Pendant un moment, personne n'a bougé. La dissonance cognitive était palpable. Ce n'était pas comme ça que les choses se passaient. Les filles ne disaient pas non à leur père en public. Puis, Béatrice a craqué. Le masque de l'hôtesse gracieuse vola en éclats. Son visage se tordit en un masque de rage pure, non dilué. Elle marcha vers l'estrade, ses talons accrochant le bois, ses yeux fixés sur moi avec une haine si pure qu'elle en était presque époustouflante. « Espèce de fille égoïste et ingrate !» hurla-t-elle, sa voix se brisant sans le micro mais assez fort pour que les 10 premiers rangs entendent parfaitement. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu vas gâcher la vie de ta sœur parce que tu es jalouse ? Je ne suis pas jalouse, Béatrice, dis-je calmement, bien que mon cœur martelât mes côtes. Je suis solvable. Ce fut le déclencheur. Le rappel de leur impuissance financière était de trop. Elle se jeta sur moi. C'est arrivé si vite que je n'ai pas eu le temps de reculer. Sa main percuta mon visage une gifle sèche et cinglante qui résonna à travers le micro que je tenais encore. Clac. Le son était électrique. Ma tête partit sur le côté. J'ai senti une traction sur mon lobe d'oreille, puis une légèreté. J'ai regardé, presque au ralenti, ma boucle d'oreille en diamant un clou de 2 carats que je m'étais offert pour célébrer ma promotion volée au loin. Elle accrocha le soleil de l'après-midi, tournoyant dans les airs avant d'atterrir sur le plancher en bois de l'estrade avec un tintement distinct. Le silence qui suivit fut plus lourd que l'air humide. Le quatuor à cordes s'arrêta au milieu d'une mesure. Les serveurs se figèrent. Même l'océan semblait retenir son souffle. Ma joue pulsait. La chaleur fut instantanée, irradiant de ma mâchoire à ma tempe. Mais je n'ai pas porté la main à mon visage. Je n'ai pas crié. J'ai lentement tourné la tête pour lui faire face. Béatrice respirait lourdement, la main toujours levée, la poitrine haletante. Elle avait l'air choquée, non pas de ce qu'elle avait fait, mais que je sois toujours debout, intacte. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. J'ai vu la peur derrière la rage. J'ai vu une femme terrifiée par le château de cartes qu'elle avait construit. Je me suis baissée. Le bois était chaud sous mes doigts. J'ai ramassé ma boucle d'oreille en diamant, essoufflé un grain de poussière. Je l'ai glissé dans ma pochette et l'ai refermé d'un clic sec. « Ça, » dis-je, ma voix basse et létale, audible seulement pour elle et mon père, « ça vient de te coûter tout ce que tu as. » Je me suis retournée et je suis descendue de l'estrade. Je suis passée devant mon père, qui me fixait la bouche ouverte, ressemblant à un poisson cherchant de l'air. Je suis passée devant Solène, qui agrippait ses perles, ses yeux dartant autour d'elle pour voir qui regardait. J'ai marché tout droit dans l'allée centrale, la foule s'écartant pour moi comme la mer Rouge. Je n'ai regardé ni à gauche, ni à droite. J'ai gardé les yeux sur l'horizon. En atteignant le bord de la pelouse, j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables. J'ai composé un seul numéro. « Lucas », dis-je, quand il décrocha. « Camille ?» Sa voix était tranchante. « Pourquoi tu appelles ? Tout va bien ? » « Non », dis-je. « Ils viennent de m'agresser. Et ils ont essayé de saisir ma propriété. » « Qui ? » ?»« Charles-Henri et Béatrice. » Au mariage, il y eut une pause. Un silence froid et dangereux à l'autre bout de la ligne. « Je suis à 10 minutes, » dit Lucas. Je pose l'hélico sur la pelouse sud. « Fais-en 5, dis-je. » J'ai raccroché et attendu. La brise marine semblait fraîche contre ma joue brûlante. Je n'étais plus celle qui arrange tout. J'étais l'équipe de démolition. La fête continuait, mais l'énergie avait changé. Elle était fragile maintenant. Une gaieté forcée qui se fissurait chaque fois que quelqu'un me regardait debout au bord de la pelouse, avec un sac de glace pressé contre ma joue. Ma mère, Béatrice, essayait de sauver l'ambiance, riant trop fort, ses yeux dartant nerveusement vers le ciel toutes les quelques secondes. Mon père, Charles-Henri, descendait les verres de scotch comme de l'eau. Exactement 5 minutes plus tard, le vrombissement sourd d'un rotor coupa à travers la conversation tendue. Un hélicoptère noir élégant apparut au-dessus de la ligne d'arbres, virant brusquement
avant de descendre vers la pelouse sud. Le vent des pales fouetta les nappes et envoya les invités courir après leurs chapeaux. C'était agressif. C'était bruyant. C'était parfait. L'hélicoptère toucha le sol, et le sifflement du moteur commença à mourir. La porte s'ouvrit. Lucas en sortit. Il n'était pas habillé pour un mariage. Il portait un costume anthracite, pas de cravate, et des lunettes de soleil qui cachaient ses yeux mais ne faisaient rien pour adoucir la ligne de sa mâchoire. Il ressemblait exactement à ce qu'il était. Un homme qui achetait des entreprises, les démembrait pour les pièces détachées, et ne perdait pas le sommeil pour ça. Il traversa l'herbe d'une démarche prédatrice. Mes parents se figèrent. Ils le reconnaissaient, non pas comme un ami, mais comme le visage sur l'entête du fonds d'investissement qui détenait l'hypothèque de leur vie. Est-ce que c'est Lucas Reynolds chuchota mon père, la couleur quittant son visage. Qu'est-ce qu'il fait ici? Lucas ignora tout le monde. Il marcha droit vers moi. Il enleva ses lunettes de soleil, ses yeux scannant mon visage jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur la marque rouge sur ma joue. Son expression ne changea pas, mais l'air autour de lui sembla chuter de 10 degrés. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il calmement. « Béatrice, dis-je. » Il regarda ma mère. Elle recula, agrippant ses perles. « Et la maison ?» demanda-t-il. « Ils ont essayé de me forcer à la céder, dis-je. Publiquement. » Lucas hocha la tête une fois. Il se tourna vers la foule. Il n'avait pas besoin de micro. Sa voix portait le poids d'une autorité absolue. « Cet événement est terminé, » annonça-t-il. « Pardon ?» Mon père s'avança, essayant de rassembler un peu d'indignation. « Vous ne pouvez pas juste, c'est le mariage de ma fille. Et ceci est ma propriété, » dit Lucas. Le silence qui suivit fut plus lourd que la gifle. « Quoi ?» chuchota Béatrice. « Le domaine de Valmont, » dit Lucas, désignant le château derrière nous. « La holding qui possède ce lieu. Je l'ai acheté la semaine dernière. Vous êtes en violation de propriété. » Il monta les marches de l'estrade, prenant le pied de micro que mon père avait abandonné. « Mais ce n'est pas la seule chose que je possède, » continua Lucas, regardant directement Charles-Henri. « Je possède aussi l'hypothèque sur votre résidence principale à Neuilly, celle que vous avez hypothéquée pour payer cette fête. » Des hoquets de surprise parcoururent la foule. Mon père avait l'air sur le point de vomir. « Vous avez manqué vos 3 dernières mensualités, Charles-Henri, » dit Lucas, sa voix résonnant sur la pelouse. « Et le chèque que vous avez fait pour le solde du lieu ? Il a été rejeté ce matin. Chèque en bois. La façade s'effondra. » Les invités regardaient mes parents non plus avec envie, mais avec pitié. Les investisseurs que mon père courtisait commencèrent à reculer. « Maintenant, » dit Lucas, sa voix descendant dans un registre létal, « vous avez agressé ma directrice de gestion de crise. Vous avez tenté d'extorquer sa propriété, et vous l'avez fait sur un terrain qui m'appartient. » Il me regarda. « Camille, as-tu autorisé quoi que ce soit de tout ça ? » « Non, » dis-je clairement. « Alors j'exige le remboursement immédiat du prêt, » dit Lucas à mes parents. « À effet immédiat. Vous avez 30 jours pour vider votre maison. Et vous avez 30 minutes pour dégager de ma pelouse. » Il lâcha le micro. Il heurta le bois avec un bruit sourd. Ma mère s'effondra sur une chaise, en sanglots. Mon père resta là, bouche bée, un roi dépouillé de sa couronne. Solène regarda son nouveau mari, qui était déjà au téléphone, probablement en train d'appeler son avocat. L'illusion de pouvoir d'un portefeuille vide est une chose fragile. Elle repose sur l'accord de tous à croire au mensonge. Mais une fois l'argent parti, une fois la dette révélée, le caractère ou son absence est tout ce qu'il reste. Et mes parents n'avaient aucun caractère. C'étaient juste des tyrans qui avaient épuisé leur crédit. Lucas revint vers moi. Il m'offrit son bras. « Prête à y aller ?» demanda-t-il. J'ai regardé ma famille une dernière fois. Ils étaient brisés, exposés. « Oui, dis-je. Je suis prête. » Nous avons marché vers l'hélicoptère, laissant les décombres derrière nous. L'effondrement ne fut pas une explosion. Ce fut un audit. Il a fallu exactement 48 heures pour que le statut social de mes parents s'évapore. À Deauville et à Paris, la réputation est une monnaie et la faillite est une maladie contagieuse. Une fois que Lucas a rappelé le prêt, les murmures ont commencé, puis les appels ont cessé. Puis les invitations se sont taries. Ils n'ont pas juste perdu la maison à Neuilly. Ils ont perdu le public pour lequel ils avaient passé 40 ans à jouer la comédie. J'ai entendu dire, parce que je n'ai certainement pas répondu à leurs appels, qu'ils ont emménagé dans un 2 pièces dans une ville dont personne n'a jamais entendu parler. Ma mère,
Béatrice, raconte aux voisins qu'elle réduit la voilure pour la retraite. Les voisins la croient probablement. Ils ne savent pas qu'elle est bannie de tous les country clubs de la côte. Quant à Solène, son conte de fées a eu une date de péremption rapide. Son mari a demandé l'annulation 3 semaines après le mariage, qui n'en fut pas un. Il s'avère que l'amour de sa famille était conditionnel à la solvabilité de mon père. Quand le chèque pour le lieu a rebondi, eux aussi, je suis actuellement debout dans le jardin de mon hôtel particulier. L'air est vif. La ville bourdonne au loin. Mais ici, derrière mes grilles en fer forgé, c'est calme. J'ai passé la matinée à planter des hortensias. Mes mains sont couvertes de terre. C'est de la terre honnête. C'est ma terre. Pour la première fois en 32 ans, je n'attends pas que le ciel me tombe sur la tête. Je ne vérifie pas mon téléphone pour une crise. Je ne gère l'ego de personne d'autre que le mien. Je suis rentrée et je me suis lavé les mains. Je me suis regardée dans le miroir. La marque rouge sur ma joue a disparu, effacée dans la mémoire. J'ai ouvert ma boîte à bijoux et sorti la boucle d'oreille en diamant. Je l'ai tenue à la lumière. Elle a capté le soleil, le fracturant en un millier de petits arcs-en-ciel. La plupart des gens la vendraient. Ils diraient qu'elle a une mauvaise énergie. Mais je l'ai remise à mon oreille. Ce n'est pas un rappel de la douleur. C'est un reçu. C'est le prix que j'ai payé pour ma liberté. J'ai passé une vie à essayer d'acheter l'amour de ma famille avec ma compétence, avec mon silence, avec de l'argent. C'était un mauvais investissement. Le marché s'est effondré. Mais à la fin, j'ai réussi à m'en sortir avec le seul actif qui comptait vraiment, moi-même. Je me suis versé une tasse de café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant le monde passer. Je ne suis pas seule. Je suis solvable. Je suis en sécurité. Et je suis enfin, complètement, libre. Si vous avez déjà dû acheter votre propre liberté, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.